Bienvenue dans toutes les France, grogne sociale, dépenses colossales, retard en tout genre. La Coupe du Monde est-elle une bonne affaire pour le Brésil? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités. Tout d'abord Pierre Salama. Bonjour Pierre Salama, vous êtes professeur émérite des universités. Vous êtes également membre de la rédaction de la revue Tiers Monde. Vous avez écrit Les économies émergentes latino-américaines entre cigales et fourmis aux éditions Armand Collin. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, Jean-Pierre Blais, vous êtes historien du sport à l'université de Paris-Ouest Nanterre et à l'Institut d'histoire et de géographie du Brésil qui se trouve à Rio de Janeiro. Merci infiniment d'être avec nous dans toutes les France. De l'autre côté de notre plateau, Éric Taïeb, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales. Vous avez publié plusieurs recherches sur le football comme objet social et politique, notamment au Brésil. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Adriana Brandao, vous êtes journaliste au service brésilien de Radio France Internationale et vous avez écrit Aujourd'hui le Brésil aux éditions Casterman. C'est très récent. Merci d'être avec nous, Adriana Brandao. Alors que se passe-t-il au Brésil aujourd'hui? Pourquoi cette grogne sociale qui ne semble pas s'arrêter et qui est directement en lien avec cet événement planétaire qu'est la Coupe du Monde? Les Brésiliens ne sont pas contents parce qu'ils pensent que tout l'argent qui a été dépensé pour la Coupe du Monde, il aurait dû être dépensé pour les écoles, pour les hôpitaux, parce que le gouvernement actuel et les deux gouvernements précédents, ils ont réussi à distribuer l'argent de la croissance économique aux plus pauvres. Il y a eu une vraie distribution au Brésil. À l'époque de Lula. À l'époque de Lula, et ça continue aujourd'hui. Donc, il n'y a plus de misère au Brésil. Les gens, on peut le dire, il y a quand même 36 millions de personnes qui sont sorties de la misère. Il y a la pauvreté, mais c'est plus la misère. C'est-à-dire qu'il a permis aux gens d'acquérir des produits électroménagers, de pouvoir être à un niveau qui est... Ça, c'est la critique qu'on peut faire. Les gens, ils sont devenus des consommateurs, voilà, mais pas des vrais citoyens. Et c'est pour ça que les gens sont aujourd'hui dans la rue. Est-ce que les gens pensent quand même qu'il peut y avoir un retour sur investissement? Parce qu'effectivement, il y a des dépenses très importantes aujourd'hui. On parle de 11 milliards de dollars. Pour cette Coupe du Monde, la construction de stades, d'infrastructures. Mais est-ce que quelqu'un au Brésil, parmi les responsables politiques, parle du retour possible sur investissement après cet événement planétaire? Les responsables politiques, oui. Mais la société civile, elle pense, une partie de la société civile, on va dire, pense qu'il y a des investissements qui n'auraient pas dû être faits aujourd'hui et qu'il y a d'autres priorités, comme les hôpitaux, je viens de citer les hôpitaux et l'école principalement. Mais si c'était l'argent de la Coupe du Monde, comment on fait des hôpitaux avec l'argent de la Coupe du Monde? Au départ, les promesses étaient que c'était l'initiative privée qui allait investir principalement dans la construction des stades. Oui. Et aujourd'hui, c'est principalement l'argent public qui est investi. Pierre Salama, c'est l'argent public qui est investi pour toutes ces infrastructures? Oui, malheureusement, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous venez de dire. Je dis bien malheureusement. Ce qui est intéressant, c'est comment un pays amoureux du foot, on arrive à rejeter le foot à un moment donné. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et comment il reçoit un assentiment populaire, je pense aux manifestations de juin passé. Et qui risque de se reproduire. C'est ça qui est intéressant, c'est un révélateur. Ce qui se passe est un révélateur. C'est pas du tout que les gens n'aiment pas le foot, bien au contraire, mais ce qu'il y a autour du foot, si vous voulez, devient absolument insupportable. Et je crois que ça explique essentiellement les mobilisations qu'il y a pu y avoir et l'assentiment populaire qu'il y a pu y avoir autour de ces mobilisations et qui risque de reprendre. Alors, est-ce que c'est profitable au gouvernement? Très sincèrement, il y a 3 cas de figure. Les manifestations sont déjà en train de recommencer. Soit elles prennent de l'ampleur, auquel cas ça donnera une image pas très très bonne du Brésil au niveau international, puisqu'il s'agit d'un événement international, soit le gouvernement militarise davantage, et pas seulement dans les favelles.
mais près des stades, etc. Partout. L'armée va être présente dans les rues. Et là, ça donne aussi une image qui est assez négative. Soit, et c'est malheureusement possible aussi également, il y a des mobilisations et il y a aussi également ce qu'on appelle des vandales, si vous voulez, qu'on appelle là-bas le mouvement des Black Blocs, qui viennent briser des vitrines, etc. Ce qui fera que l'assentiment populaire diminuera d'autant, comme ça s'est passé fin juin. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, c'est une situation qui est très difficile à gérer pour le gouvernement. Évidemment, si le Brésil gagne la Coupe, il y a de fortes chances pour que Dilma Rousseff soit élue. Si ça se passe très mal, il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas élue. Et en ce moment, ces derniers temps, j'arrive du Brésil, ces temps derniers ont tendance à montrer qu'effectivement, ce n'est pas aussi bien enlevé qu'on le pensait au départ. Jean-Pierre Blais, quelle différence avec d'autres Coupes du Monde organisées aussi par le Brésil? Ce n'est pas la première fois que le Brésil organise un événement de cette envergure. Alors il y a un élément symbole des Coupes du Monde, c'est le stade dans lequel va se dérouler la finale. Et donc en 1950, c'était déjà la grande architecture brésilienne qui montrait son savoir-faire. C'était quand même 10 ans avant Brasilia, on voit effectivement le côté futuriste qu'avait cette enceinte de 200 000 personnes potentielles. Il faut savoir qu'un des exemples du gâchis d'argent public, c'est la rénovation du stade Maracanã. Il aura coûté 1 milliard de reais. Et c'est à peu près l'équivalent de 2 fois ce qu'il a fallu pour construire le Stade de France. Et comment a-t-on transformé le Maracanã? On a fait d'un stade d'une capacité de 200 000 personnes au départ à 74 000. C'est qu'on l'a mis à un niveau d'un Parc des Princes. Et il y a aussi, je crois qu'il est très symbole aussi de ce qui se passe. C'est un peu plus petit, le parc, quand même. Oui, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est une enceinte de béton, avec une marquise en béton, des sièges colorés, avec des accoudoirs. On y est très confortable. Au départ, le Maracanã a été conçu pour quoi? Pour accueillir les 3 couches de la population de Rio. Il y avait les sièges numérotés, payants à l'année, qui étaient pour, on va dire, la bourgeoisie. C'était donc la moitié du stade. Dans la partie supérieure, c'était des banquettes, ce qu'on appelle les archibancades, où venait la classe moyenne. Et puis, il y a la gérale qui était tout autour de la pelouse, où on était debout, mais qui donnait finalement ce spectacle extraordinaire qu'est un match au Maracanã. C'est-à-dire que les orchestres des Torcides changeaient de côté à la mi-temps pour se mettre derrière leur gardien. Et donc ça n'est plus possible. Et notamment, ce qui n'est plus possible, c'est l'entrée au stade. Parce qu'autrefois, même encore il y a 10 ans, un gamin des rues qui avait ciré les chaussures ou fait un petit boulot, il pouvait se payer avec 5 réals ou 10 réals l'entrée au Maracanã. Aujourd'hui, avec ce système de place qui est finalement luxueuse, le peuple brésilien se sent exclu de l'enceinte du Maracanã. Autre chose. Donc une partie du peuple pense qu'elle n'aura pas accès à cet événement. C'est évident. Les prix qui sont pratiqués de toute manière, c'est impossible pour une grande partie. Ça, c'est très net. C'est évident. On ne discute pas, je dis. Et donc, qu'est-ce qui reste au peuple pour apprécier la Coupe du Monde? C'est ce qui se fait, par exemple, en France, où maintenant, on est habitué, vous savez, les grands écrans qu'on met dans les bars ou parfois dans les quartiers. Oui. Le Brésil, il y a dans le quartier d'Atijuca, la rue de Alziran. Oui. C'était toujours le début de ce que j'appellerais la mise en joie de Rio. C'est-à-dire que dans ce quartier très populaire qui est la zone nord de Rio, de l'autre côté du tunnel qui sépare par le Corcova de la zone sud de la zone nord, il y avait une fête de quartier organisée pour la Coupe du Monde. Et la FIFA, lorsqu'elle a demandé, mais au fait, qu'est-ce qui se passe dans tel état, du Minas Gerais, de Rio, qu'est-ce qu'on fait pour la Coupe? On dit, bah tiens, comme d'habitude, on va faire une fête de quartier avec des écrans, etc. On va mettre des calicots, des flonflons. Mais la FIFA dit, mais attention, il va y avoir des logos. Est-ce qu'ils ont payé les droits pour faire une fête labellisée FIFA? Et là, on s'est retourné vers les organisateurs qui sont des gens du quartier. Et c'est l'équivalent de 9 000 €. Et donc, là, il y a eu des discussions. Qu'est-ce que va faire la FIFA? Elle a demandé effectivement, elle a réussi finalement à assouplir un peu ces mesures. Et donc ça a mis un retard dans ce que j'appelle la mise en joie de la ville de Rio de Janeiro. Et maintenant, ça a commencé. Je suis très en contact avec un de tes confrères, Adriana, qui s'appelle Mario Pereira Filho, qui est un journaliste à Rio, qui habite Tijuca, qui m'a dit qu'il a vu pour la première fois les flonflons, les drapeaux, les murs peints, et aussi surtout les enfants commencent à peindre l'asphalte, parce que c'est les endroits où on va s'arrêter, on va voir le match. Et donc ça commence seulement. Autrefois, c'était plusieurs mois avant les Coupes du Monde. Eric Taïeb. Oui, je trouve que le processus en fait de marginalisation du peuple en fait du foot, mais c'est déjà fait partout.
Il n'y a pas qu'au Brésil. Par exemple, en Angleterre aujourd'hui, quand on va dans les stades de Manchester, de Londres, etc., c'est exactement pareil. Au Parc des Princes, ça a fait polémique aussi. Il y a eu des histoires, il y a eu des morts, etc. À part que le football au Brésil n'a peut-être pas la même oui, mais place. En Angleterre, par exemple, c'est une grande place aussi. Oui. Et on s'aperçoit que les classes populaires ont été, entre guillemets, nettoyées, 36 000 guillemets, parce que ça permet, dans l'esprit d'un certain nombre de dirigeants, au moins comme ça, au stade ne vont que des gens très propres sur eux, qui vont pas faire d'histoire. Encore une fois, je reprends leur terme. Parfois c'est dit, parfois c'est pas dit. Entre les cris de singe et les ultras, c'est un peu raté. On est bien d'accord. Oui. Mais je crois que le foot, il est aussi à l'image de la société, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des aspects positifs, de liens sociaux, de cohésion sociale, de passion. Et en même temps, il y a les côtés négatifs, il y a du racisme, de la xénophobie. Donc je crois que c'est tout à fait à l'image de la société. Et moi, je trouve que finalement, cette histoire au Brésil, c'est aussi révélateur de l'évolution du Brésil, à savoir qu'on a attribué le mondial à une puissance émergente. À un moment, il y avait une très forte croissance. Et puis, quand il y a une très forte croissance et qu'il y a de la démocratie, il y a aussi beaucoup d'aspirations. Et c'est tout à fait normal, c'est très positif. Vous voulez dire en quelque sorte que le peuple, aujourd'hui, profite de la visibilité du Brésil pour faire valoir ses aussi, bien sûr, revendications. Et c'est tout à fait normal, je trouve. C'est tout à fait bien que Platini demande aux Brésiliens très maladroitement de se taire. Oui. C'est tout à fait normal qu'ils utilisent entre guillemets la médiatisation de l'événement pour faire valoir des choses sur lesquelles on peut que les suivre. Parce qu'effectivement, dépenser beaucoup d'argent, moi en tant que fan de foot, je peux apprécier, je vais suivre la Coupe du Monde sans doute avec passion. En même temps, je trouve que c'est beaucoup d'argent, parfois dépensé un peu à tort et à travers dans certains stades où finalement il n'y aura pas d'équipe. Donc il y a 4 stades, je crois qu'il n'y aura jamais personne. Bon, c'est un peu dommage. Mais en même temps, c'est aussi un signe que le Brésil mûrit, je trouve. C'est aussi un signe que les gens affirment leur position et leurs envies. Et je trouve ça très bien qu'ils râlent en disant on veut plus d'éducation, on veut plus de santé, on veut plus de transport. Comme disaient les manifestants il y a un an, Neymar, on t'aime, mais on aimerait bien avoir des profs. Voilà. Des médecins, etc., etc. Donc finalement, dans une démocratie, dans une société en croissance, c'est un peu ce que disait Lula dans le New York Times il y a quelque temps. Il disait finalement c'est un peu normal, il y a des aspirations qui montent. Alors après, effectivement, les gouvernements, ils ont fait des choses. Il y a effectivement une réduction des inégalités et de la pauvreté, mais enfin il reste encore beaucoup à faire. Bon, mais c'est un pays émergent, donc je trouve ça assez symbolique finalement l'histoire du Brésil. Et je pense que la FIFA, en même temps, elle se dit, organiser le mondial de foot au Brésil, dans le pays, entre guillemets, du football, ça va nous rapporter beaucoup d'argent, ça va être très vite. Alors, ils ne s'attendaient peut-être pas, effectivement, à ce que les Brésiliens soient aussi mûrs, si j'ose dire, et disent, OK, on adore le foot, mais on n'est pas non plus des idiots, on aimerait bien que l'argent public ne serve pas qu'à construire des stades ou autre chose. En même temps, peut-être qu'il y a un certain nombre d'infrastructures qui, indirectement, comme les routes, les aéroports, etc., vont aussi servir ensuite au développement du Brésil. Bon, alors il faudra voir qui va les utiliser, etc. Parce que dans certains pays, on s'aperçoit qu'on a construit des aéroports et que personne ne les utilise. Bon, j'imagine que si on fait la réflexion d'un certain nombre d'aéroports à São Paulo, à Rio, ça va quand même servir à quelque chose. Pas des petites villes. Voilà. Retour sur la grogne sociale au Brésil, regardez. Ils avaient appelé à manifester sur les réseaux sociaux. Les anti-mondiales brésiliens étaient plus de 10 000 dans les rues des grandes villes du pays pour contester une Coupe du Monde qu'ils estiment se faire sans le peuple brésilien. Nous posons la question depuis longtemps. Pour qui est cette Coupe du Monde? Aujourd'hui est venu le temps de donner la réponse. Cette Coupe du Monde n'est pas pour la majorité des Brésiliens. Nous sommes contre ce type d'événement qui exclut une partie de la population. Le seul bénéfice qu'un événement de cette ampleur peut apporter, c'est la consolidation des services publics. Mais ceux qui organisent cette Coupe du Monde n'en ont rien à faire. Cible de cette colère, la FIFA, organisatrice de l'événement. Mais aussi le gouvernement brésilien, accusé d'en faire plus pour son image internationale que pour ses citoyens. Ce mouvement de sans-abri, parfois expulsé pour le mondial, marche aux abords du stade Itaquera à São Paulo, un édifice estimé à 450 millions de dollars. Le problème, ce n'est pas le stade en lui-même, mais les sommes folles qui ont été dépensées pour sa construction. Ça a fait monter le prix des loyers dans toute la zone. Et pendant ce temps-là, il n'y a toujours pas de service de santé. Nous n'avons pas de chirurgien ou d'hôpital. Des incidents ont éclaté dans la soirée. Des violences qui viennent s'ajouter aux revendications sociales. Des images aériennes montraient quelques casseurs en train de saccager un concessionnaire d'un fabricant automobile partenaire officiel du mondial. Du côté des autorités, on se dit prêt à accueillir la Coupe du Monde, contestation ou pas. La police brésilienne a reçu des entraînements avec le FBI et la police américaine spécialement pour l'occasion.
On annonce 170 000 policiers et 30 000 militaires déployés dans tout le pays. Andréana Brandano, on va revenir sur les aspects notamment sécuritaires, puisqu'il y a visiblement un déploiement de l'armée qui est prévu, notamment dans les favelas. Mais avant cela, vous avez probablement vu cette photo extraordinaire, ce dessin qui fait le tour du net au Brésil, avec qu'on va voir certainement maintenant, où on voit un enfant avec un ballon dans son assiette. Et enfin, c'est ce qu'il a à manger. Qu'est-ce que ça vous dit sur l'évolution aujourd'hui de la société brésilienne par rapport à ces perceptions, ces clichés qu'on a souvent du foot, des plages, les gens sont heureux que ça soit chez eux. Qu'est-ce qui change aujourd'hui au Brésil ? Ce qu'on a dit, c'est que le fait que la population brésilienne est descendue dans la rue pour protester contre la Coupe du Monde, ça montre aussi l'évolution de la société brésilienne. Mais tout le monde n'est pas descendu, alors que là, le phénomène prend une ampleur incroyable. Vous avez vu cette image? Non, tout le monde n'a pas de... Oui. Oui, elle est impressionnante, cette image. Oui. Mais... Comment dire, la population brésilienne, aujourd'hui, elle n'a plus faim, on peut dire comme ça, même si... Je ne peux pas partager ce point de vue, mais... Mais justement, dites-nous, Pierre Salama, parce que je vous ai fait la même remarque tout à l'heure. Parce que je ne peux pas partager le Brésil, pour être franc. Il y a quelques années, était le pays le plus inégalitaire du monde avec l'Afrique du Sud. Il a progressé, il est moins inégalitaire, mais il est quand même le 5e pays le plus inégalitaire du monde. Il y a un rapport entre les riches et les pauvres. La pauvreté a diminué, c'est exact. Et là-dessus, je crois que Lula a une politique positive de ce point de vue, c'est vrai, mais il y a encore énormément de misère. Il suffit d'aller tout simplement en dehors de certains lieux, disons, de couche moyenne pour s'en rendre compte. Donc pour ça, je ne peux pas du tout vous suivre de ce point de vue. Ce qui est intéressant, c'est au moins l'année dernière, je ne sais pas cette année encore, là, quand il y a eu des manifestations, il y a eu un appui populaire. C'est-à-dire les gens les plus pauvres n'allaient pas manifester, nécessairement, mais ils appuyaient, jusqu'à ce qu'il y ait eu notamment ces actes de vandalisme. Et c'est cela que je crois que ça révèle. Ça veut dire, vous avez une société qui est effectivement beaucoup plus démocratique qu'hier, ça c'est une évidence, mais qui connaît toute une série de problèmes et qui paye aujourd'hui... Entre parenthèses, depuis 3 ans, le Brésil n'a que des taux de croissance autour de 2% par an. C'est pas du tout une économie à la chinoise dont on parle. 2% par an. Après avoir atteint 8-9... Non. Une seule année, il a eu 7,5, c'est tout. Et il y a eu un mythe qui s'est forgé là-dessus, point à la ligne. C'est un mythe. Et le fait est que le Brésil a bénéficié pendant des années du prix des matières premières. La Chine est devenue son premier client. Il a dépensé cet argent de manière positive, je crois, en ce qui concerne notamment l'abaissement, la réduction de la pauvreté, l'augmentation du salaire minimum, mais il n'a pas su ou n'a pas voulu, peut-être prisonnier de son schéma qui était quand même assez libéral, n'a pas su développer les services publics, notamment les infrastructures, de manière suffisante. Et là, on paye ceci. Et aujourd'hui, on est dans une période de faible croissance et les gens à Rio... J'y allais, vous le savez, à São Paulo, ne peut pas... Oui, enfin, ça dépend comment on y habite et comment on y vit. Mais si, par exemple, à São Paulo, vous prenez l'hélicoptère pour aller d'un édifice à un autre, vous ne vous rendez pas compte. C'est pas mon cas. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que... Non, c'est parce que polémique appelle polémique. C'est tout simplement pour dire une chose qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible à certaines heures de circuler à Rio ou à São Paulo. Pourquoi? Parce qu'on a prévu l'augmentation des voitures, on a facilité l'achat des voitures, mais on n'a pas du tout pensé à faire les infrastructures. Imaginez qu'aujourd'hui, avec les Jeux, enfin la Coupe plus exactement, il n'y a pas eu de construction de métro nouvelle, ou très très peu. Il y a eu surtout encore le tout voiture qui a été fait. Il y a une route qui va notamment de l'aéroport de Rio jusqu'à Barra, et puis c'est tout. C'est tout. C'est-à-dire on est dans les mêmes difficultés. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Jean-Pierre Blais. Alors, on pourrait peut-être convenir qu'on est donc passé de l'indigence à une relative pauvreté. Mais il est vrai qu'elle existe encore. Ouais. Mais en tout cas, pour les mouvements sociaux, ils ont commencé en fait l'an dernier lors de la Coupe des Confédérations. Le 26 juin 2013, il y avait un match de la sélection du Brésil à Belo Horizonte. Et parmi ces Black Blocs que vous évoquiez tout à l'heure, ils s'étaient entendus pour empêcher la sélection du Brésil de sortir de l'hôtel du centre de Belo Horizonte pour aller au stade. Et la police est intervenue, elle fait appel à des renforts. Il y a eu un peu les renseignements généraux qui ont fait que
ils sont intervenus. Il faut voir ce qu'on voit là, c'est une montée en puissance. Parce qu'ils redoutent, c'est la connexion des différents mouvements ottomaniens qui s'appellent Weiter Akop ou Weiter Lut durant ta COP, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui s'appellent, le premier c'est la Coupe du Monde ne va pas avoir lieu, et l'autre on fera des luttes sociales pendant la Coupe. Et donc il y a un croisement de tous ces blocs qui font que la police craint quelque chose. Ils ont recruté rien que pour Rio un bataillon spécial de 600 hommes qui sont entraînés effectivement par le FBI comme vous venez de le préciser. Il y a également un centre de commandement, une sorte d'intelligence service qui a informatisé toute la sécurité dans Rio de Janeiro, qui a coûté 180 millions de reais. Et là-dessus, s'est ajouté très récemment l'achat d'un robot qui coûte 89 millions de reais, qui va servir à prendre, le cas échéant, vous savez, ces bombes. Donc c'est un robot extrêmement sophistiqué qui prend les bombes pour les faire exploser. Donc il y a un budget qui est extrêmement conséquent, rien que pour la sécurité. Oui, parlons des travaux. Il y a quand même, effectivement, le métro ne va pas aller jusqu'à la barre d'Atijouk, mais par contre, ce qui devrait être inauguré le 1er juin, c'est ce que vous évoquiez quelques instants, c'est ce qui s'appelle la BR Transcarioca, qui va lier l'aéroport international Tom Jobim à la barre d'Atijouk, où il y a beaucoup de locations. Et vous pensez qu'il y a assez d'infrastructures pour recevoir le nombre de spectateurs il y a des chiffres qui ont été donnés. Il y a des chiffres qui ont été donnés par l'Institut du tourisme de Rio de Janeiro. Depuis 2009, il s'est construit l'équivalent de 6500 chambres. D'accord. Et jusqu'aux Jeux Olympiques en 2016, il devrait s'en construire 5000 de plus. Donc là, effectivement, il y a eu un effort de fait. Mais actuellement, on sait que l'on va manquer. Mais on va rester dans la chambre pour pouvoir se déplacer. Et Pierre Salama semblait dire que ça va être très difficile. Exactement, mais à Rio, il est vraisemblable qu'on manque de chambres pour accueillir tout le monde. Et on commence dans les tours opérateurs à vanter les mérites. Ceux qui connaissent le Brésil, ça fera peut-être sourire, à pouvoir loger dans les motels qui se trouvent à la périphérie d'Rio. Vous savez que les motels, c'est notamment là où se font les rencontres amoureuses et pour mis un rendez-vous, etc. Voilà. Parce que c'est les hôtels qui sont un peu bas de gamme. Non, c'est pas bas de gamme, ça peut être aussi très sophistiqué. Il y a des suites, voyez-vous, on peut s'amuser apparemment. Mais si vous voulez, ça va être la solution. On a même envisagé de faire ce qu'on fait en France dans des zones qu'on ne passe pas à être habité, c'est un petit peu les chambres d'hôtes ou se loger un peu à la ferme. Là, c'est dans les favelas. Il y a notamment des Français qui ont ouvert à Santa Thérèse des sortes de gîtes ruraux dans les favelas. Pour accueillir les personnes. C'est un petit peu le système D à la brésilienne. Eric Taïeb. Ils ont même dit aux gens qui peuvent camper. C'est pas une favelle. Non, mais... À Belo Horizonte, ils ont dit aux gens qui peuvent camper, qu'il n'y a pas de danger. Eric Taïeb. Oui, juste pour revenir peut-être à la question de la pauvreté qui a été réduite grâce à l'augmentation du SMIC notamment, et puis aussi parce qu'il y a eu un programme de fin zéro avec l'obligation de scolariser les enfants, ça je trouve ça plutôt bien, c'est que comme j'explique parfois à mes élèves, il y a aussi un effet de seuil. C'est-à-dire si le seuil c'est à 2 $ par jour, si vous passez de 1,8 à 2,2, vous êtes plus, théoriquement et statistiquement, vous n'êtes plus pauvre. Bon, est-ce que passer de 1,8 $ à 2,2 $, c'est vraiment ne plus être pauvre? Bon, voilà, il y a aussi ça, parfois des effets de seuil qui font dire que oui, on a réduit la pauvreté, mais dans quelle mesure? Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas. Donc vous voulez dire que le niveau de pauvreté reste élevé? Bah oui, il est élevé, même si effectivement la pauvreté a régressé, c'est incontestable, que les inégalités ont régressé, mais ça reste quand même un pays très inégalitaire. Bon. Et pour revenir à la contestation, bon, c'est un peu pareil quand on parle des mouvements sociaux un peu partout dans le monde. C'est que, ok, on entend les gens qui manifestent, et c'est tant mieux, mais est-ce qu'on sait vraiment combien il y a de gens qui sont pour ce mouvement dans tout le Brésil? Je ne parle pas seulement à São Paulo et à Rio, parce que là, il y a aussi le phénomène des classes urbaines qui sont sans doute plus lettrées ou plus instruites que d'autres endroits du Brésil. Donc, quelle est exactement la position de la totalité du peuple brésilien sur la Coupe du Monde? Honnêtement, j'en sais rien. Je pose juste la question. Je ne sais pas exactement quelle est parce que j'entends des amis avec qui je discute qui me disent oui, il y en a qui sont très contre, il y en a d'autres, on ne sait pas trop. Donc, tout à l'heure, je discutais avec Pierre et je disais, et si demain, par exemple, on disait, on vous retire l'organisation de la Coupe du Monde, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de Brésiliens qui diraient, mais c'est un scandale, etc., etc. Donc, il y a quand même un sentiment de fierté nationale. Je pense parce que quelque part, organiser un événement mondial, être en lumière, à la lumière du monde, quelque part, c'est aussi une estime de soi. Je trouve que c'est très bien, aussi pour un pays comme le Brésil, c'est très symbolique, c'est un pays émergent. De la même façon qu'en 2010, quand on a donné la Coupe du Monde à l'Afrique du Sud, c'était Mandela, donc c'était aussi très symbolique.
C'est bien aussi que de temps en temps la Coupe du Monde sorte des pays habituels, développés, etc. L'Allemagne, enfin, etc. L'Italie, bon, la France. C'est bien qu'on aille dans les pays en développement. Non, je ne dis pas que tu as dit le contraire, hein, Pierre, mais... Eric, quand même, je veux bien, c'est bien. Ça, je suis entièrement d'accord, c'est bien, mais c'est abstrait tout cela. C'est abstrait parce que cet argent, et ce sont des sommes colossales, comme vous l'avez souligné, ont été dépensés que pour les stades et parfois construire des stades qui ne serviront à rien comme un manage. Je l'ai dit tout à l'heure. Non, c'est pour ça que quand on connaît l'ampleur des besoins, là, mais ça on ne peut pas faire abstraction de ça. L'ampleur des besoins, on se rend compte que là il y a un véritable problème. Oui, et comme le président, hein. N'importe quel pays qui organise un événement planétaire va faire des dépenses colossales. Ça n'a rien à voir avec n'importe quel pays avec le Brésil. Le Brésil, le revenu par tête moyen est à peu près le tiers de celui de la France. Donc les inégalités, les inégalités sont beaucoup plus prononcées. Elles n'ont strictement rien à voir avec les nôtres, si vous préférez. Donc c'est en ce sens que je parle. Alors, je ne dis pas. Je suppose, je suis pour que le Brésil organise les coupes d'Afrique des Nations. Je suis pour, à une condition, c'est qu'il y ait une mutualisation des dépenses. C'est-à-dire que si on construit ou si on refait un stade, etc., ce ne soit pas seulement les Brésiliens qui aient à le payer, mais que les Français, etc., la FIFA participent, fassent un impôt. Oui, là, oui, je suis pour. Mais qu'on le fasse payer aux plus pauvres, et franchement, c'est ce qui se passe par les infrastructures, par la corruption aussi, parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent énormément. Là, je trouve que j'ai quelque... Et c'est ça que je ressens. Pourquoi les Brésiliens qui aiment tant le foot hurlent-ils contre ça? C'est ça qui est intéressant. Mais Pierre, moi aussi, moi qui aime tant le foot, ça m'énerve ce genre de choses. Mais en même temps, on sait très bien aussi qu'on vit d'un certain nombre de symboles qui peuvent être importants pour tout le monde. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est tout positif, loin de là, parce que j'ai commencé par dire qu'il y avait beaucoup de choses négatives. En même temps, je pense que ça concourt à l'estime d'un pays, à sa visibilité dans le monde, et que ça a aussi des côtés très positifs. Est-ce que si on pose aux Brésiliens dans la rue aujourd'hui la question « Êtes-vous fiers d'organiser la Coupe du Monde ?», la majorité répondrait oui. S'ils gagnent la Coupe, vous pouvez être sûr qu'ils diraient oui. Oui, puis en même temps, ça dépend d'un tas de choses. Parce qu'en France, on va poser une question, par exemple, à un moment, on va dire oui, et puis le lendemain, on va dire non, parce que il y aura un mouvement qui aura été dans un sens à un moment, et puis peut-être effectivement, si le Brésil, par exemple, se fait éliminer en 8e de finale, tout le monde va dire ah ben finalement on voit que les aspects négatifs. Alors, effectivement, ça va peut-être se jouer sur une question sportive. En même temps, c'est peut-être la réaction épidermique que les gens vont avoir. Mais au fond, je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme dans tous les pays au Brésil, qui réfléchissent et qui vont peut-être pas s'en tenir uniquement à ok sur le moment. Moi aussi, si le Brésil est éliminé en 8e finale, je serais très déçu. Mais après, je vais penser de façon un peu plus profonde et peut-être que je vais me dire bon, il y a eu ça de positif. Il y a eu ça de négatif et il reste beaucoup de chemin à faire. D'ailleurs, j'ai lu ce matin que, je ne sais plus si c'est Ronaldo, un ancien footballeur donc brésilien, qui disait qu'en fait, il fallait aussi mettre ça en perspective avec les JO de 2016, parce qu'il y a des choses qui vont être construites pour 2014 qui n'ont pas été finies et qui seront finies pour 2016. Donc en fait, le côté positif et négatif, il faudra peut-être le mesurer 2014 plus 2016. Ça, c'est le Mario. Il y a en 2016, les JO, c'est qui à Rio. Oui, non, mais en même temps, parce que tout à l'heure, on a parlé des grandes villes comme Rio et São Paulo. Donc le bilan, peut-être, il faudra le faire aussi 2014 plus 2016, même si sinon 2016, c'est que Rio, alors que 2014, c'est l'ensemble du Brésil. Parce qu'il ne faut pas oublier une des polémiques, c'est qu'au Brésil, il y aura des Jeux dans 12 villes. Et puis, les Brésiliens disent, ils critiquent beaucoup les gouvernements et la FIFA d'avoir imposé ces 12 stades. Et en France et ailleurs, c'était que 8 stades. C'est Lula qui a voulu de passer de 10 à 12. Parce qu'il voulait faire justement de l'implantation des stades, notamment dans l'intérieur du Brésil, comme Cuiabá, où il n'y a pas d'équipe de première division. Et même, mais ça peut faire un point d'ancrage, d'un développement économique, ça va amener des routes. Donc c'était essayer de créer un nouveau maillage. Il y a eu un journal anglais qui, je crois, s'appelle le London Evening Standard, qui la semaine dernière a publié une étude sur quels étaient l'avancement des travaux à moins 2 ans. Athènes était à moins 2 ans des Jeux Olympiques à 40%. Restant à faire. Ayant été fait. Londres, à moins 2 ans, avait déjà 60% des travaux de réalisés. Pour Rio, ils sont qu'à 10% de réalisés à moins 2 ans. Donc il en reste 90% à réaliser. Et là, le gros pour les JO. Pour les JO. Mais ça inclut quoi? Notamment le métro. Parce que le sous-sol de Rio, c'est du gneiss. C'est plus dur que le granit. Et c'est très dur à percer.
et notamment la voie rapide qui a été installée de l'aéroport, la BRT, va permettre, quand même là, on parle beaucoup de façon négative, mais ça va quand même permettre de faire moins 500 autobus par jour de va-et-vient qui traversent l'aéroport, le centre-ville, la terre d'eau Flamenc, c'est-à-dire que les bus passent devant le pain de sucre, traversent tout Copacabana, Ipanema et Leblon jusqu'à la barre des Tijoux. Donc il y a 500 bus qui maintenant vont être dirigés sur une voie qui leur sera spécialement réservée. Donc là c'est un progrès pour ceux qui vont travailler. Ils n'ont notamment pas besoin de payer de tickets pour aller directement de l'aéroport à ça. Pour rebondir sur ce que vous avez dit de ce qu'on appelle le coût de la vie, les motoristes, les conducteurs d'autobus qui sont mis en grève la semaine dernière ont fait remarquer que d'après eux, le panier de la ménagère ne coûtait pas, contrairement aux chiffres avancés par les économistes, de 150 réals, mais il faudrait le mettre à 400. Oui. Et actuellement, les camionneurs qui se mettent à peu près en grève une fois par semaine réclament 40% d'augmentation de leur salaire. La dernière grève des transports à Rio a fait un afflux de 30 000 personnes qui se sont repliées sur le réseau métro, qui naturellement a provoqué des incidents, des embouteillages. Alors justement, comment contrôler ces incidents le gouvernement mise sur l'armée et sur le volet évidemment sécuritaire pour empêcher une contestation plus importante durant cette Coupe du Monde. Regardez.